Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de deux sujets essentiels pour de nombreux Français, et notamment le premier, là c'est tous les Français qui sont concernés, en l'occurrence l'inflation. Les chiffres de l'INSEE du mois de juillet viennent de sortir avec le détail. Alors ça baissote un petit peu comme prévu, mais on est très loin de ce qui avait été annoncé. Et puis surtout, dans le détail, les prix de l'alimentation continuent d'augmenter, au contraire de ce qu'on avait entendu. Beaucoup nous avaient dit, ça y est c'est fini, là au mois de juillet ça va baisser, c'est formidable. Eh bien non, ça continue d'augmenter. Donc est-ce que ça va durer? Est-ce que les prix vont vraiment baisser ou est-ce qu'au contraire ils vont repartir à la hausse? On va devoir répondre à toutes ces questions. Et puis deuxième grand sujet, le secteur de l'immobilier. Là aussi les chiffres viennent de sortir, ça continue de baisser dans beaucoup de grandes villes. Alors certaines villes, il y a une petite hausse, on verra tout à l'heure lesquelles, et puis pourquoi surtout. Et puis là aussi question, est-ce que ça va durer? Est-ce que les prix vont continuer de baisser? Dans quel ordre? Dans combien on va avoir? Quelle sera l'ampleur effectivement de cette baisse? Voilà, beaucoup de questions auxquelles nous allons devoir répondre. Bien sûr, comme d'habitude, en toute transparence et avec des graphiques réalisés sans trucage. Et puis surtout, on terminera, là aussi maintenant, comme d'habitude, c'est une nouvelle coutume que nous avons lancée dernièrement, avec une bonne nouvelle. Le dernier slide de toutes nos vidéos, ce sera forcément une bonne nouvelle. Alors, on commence tout de suite avec là peut-être des moins bonnes nouvelles, ça dépend pour qui bien sûr, sur le secteur de l'immobilier français. Donc, on suit, comme vous le savez, les indices meilleurs agents avec les Échos. Et donc là, on voit effectivement la baisse continue. Donc là, on a les prix des appartements donc dans les villes de plus de 100 000 habitants. C'est le mètre carré, donc les plus chers finalement parmi ces villes de 100 000 habitants. On reste toujours sur Paris, hein, c'est la ville la plus chère, bien sûr, intramuros, mais on se rapproche des 10 000 euros du mètre carré. Certains ont même annoncé qu'on était passé en deçà. Pour l'instant, si on suit cet indicateur, on est à 10 078 exactement. Ça fait quand même une baisse de 7,6% par rapport au plus haut. Donc la baisse est bien là et elle s'accentue. Parallèlement, Boulogne-Billancourt, donc ville de la banlieue parisienne qui avait beaucoup augmenté, regardez bien cette baisse, moins 11%, Montreuil, moins 5,1%, et là voilà, on a les deux villes où les prix sont repartis en nette hausse, notamment donc Aix-en-Provence, plus 4,1% par rapport au précédent plus haut, et Nice, plus 0,9%. Alors bien sûr, il y a un effet estival, va-t-on dire, hein, qui joue, mais tout de même, ça résiste bien, ça veut dire qu'il y a encore effectivement une sorte de déport, là où les prix n'ont pas encore fortement augmenté, eh bien on peut continuer d'acheter entre guillemets, mais regardez d'ailleurs, ces deux villes ont dépassé Lyon, où là ça s'effondre complètement, le prix au mètre carré est maintenant sous les 5 000 euros, avec une baisse de 11,2% par rapport au plus haut. Bordeaux, ça continue également de baisser à 5,5%, Rennes, moins 5%, Villeurbanne, moins 2,1%, et Strasbourg, moins 2,5%. On fera un point beaucoup plus complet à la rentrée pour voir l'ensemble des villes françaises, évidemment, avec beaucoup de baisses, et puis quelques hausses ici ou là, mais néanmoins la tendance reste baissière sur l'ensemble à l'échelle nationale, va-t-on dire, et surtout, ça commence à s'accentuer dans les villes où ça avait le plus augmenté. Alors parallèlement, eh bien, la crise immobilière sur on va dire l'immobilier ancien, ça peut d'ailleurs se comprendre, c'est un dégonflement de la bulle, mais on a parallèlement le secteur du neuf qui souffre toujours. On a ici la demande de logement neuf qui s'effondre, on est quasiment sur des plus bas historiques, chiffres de l'INSEE. Donc là, ça veut dire qu'on a à la fois une baisse des prix donc des logements anciens, encore une fois, dégonflement de la bulle, mais également le secteur de la construction, donc dans le neuf. Aujourd'hui, on a du mal évidemment à vendre tout simplement, et ça peut poser pas mal de problèmes justement pour les promoteurs, puisqu'ils ont acheté, ou du moins construit au prix fort, et là ils ont du mal à vendre, ils risquent de devoir peut-être même brader, et donc ça peut poser des problèmes effectivement pour l'ensemble de ce secteur d'activité. Alors pourquoi on a cette baisse? C'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, on nous riait au nez souvent, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude entre guillemets, mais ce qui compte justement c'est la réalité économique. Et donc, que se passe-t-il dans le secteur de l'immobilier au sens large? D'abord, on a donc l'effondrement de la bulle immobilière, hein, donc du moins le dégonflement de la bulle immobilière passée, donc qui est tout à fait logique. Les prix avaient trop augmenté par rapport à la réalité économique des Français. Parallèlement, on a une remontée logique donc des taux d'intérêt qui est là donc depuis déjà plusieurs trimestres et qui s'accentue. Alors on verra les chiffres sur les crédits immobiliers, ben, ça n'arrête pas d'augmenter. C'est d'ailleurs très dangereux pour de plus en plus de ménages. Le pouvoir d'achat qui continue de baisser, l'inflation est là, donc les ménages n'ont pas forcément les moyens pour acheter, pour octroyer, pour demander des crédits, pour pouvoir rembourser leurs emprunts, surtout que le chômage est en train d'augmenter. Donc là aussi, certains vont peut-être devoir vendre de force, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser leurs crédits. Et parallèlement, justement, on a un durcissement des conditions de crédit des banques, dans la mesure où, comme le coût du risque dans les banques a beaucoup augmenté, hein, comme vous le savez, il y a beaucoup de faillites d'entreprises, notamment en France. Donc les banques aujourd'hui regardent à deux fois avant d'octroyer des crédits, en particulier aux ménages. Donc, ce qui veut dire que des ménages qui, normalement, devraient accéder au crédit
l'immobilier, ben là, ne peuvent pas. Et donc là, évidemment, ça limite la demande de logements et donc ça fait également baisser les prix. Plus là, c'est évidemment sur le secteur de la construction neuve, on a une augmentation donc, des coûts de construction qui ont donc flambé. Ça se calme un peu, mais néanmoins, ça reste toujours très cher. Donc imaginez les promoteurs et les constructeurs qui ont produit au plus fort et donc qui maintenant n'arrivent pas forcément à vendre à cause de ces effets donc, négatifs. On a également les nouvelles normes énergétiques, donc là aussi, qui coûtent extrêmement cher. Je ne dis pas que c'est pas bien, forcément, mais le problème, c'est qu'encore une fois, est-ce qu'on a les moyens de les mettre en pratique? Et puis, dernier point, l'explosion des taxes foncières un peu partout en France. Donc, ces taxes foncières qui, évidemment, coûtent de plus en plus cher, et puis des contraintes administratives en tout genre, j'ai envie de dire. Et donc, tout ceci participe à dégonfler la bulle immobilière et malheureusement à générer une crise du secteur de l'immobilier aujourd'hui en France. Cette crise qui, évidemment, est en train de durer. Alors, si on regarde sur le long terme, c'est vrai que les prix de l'immobilier, c'est très cyclique. Donc là, on voit depuis 2005, donc on a eu des phases de hausse, vous voyez, 23,5%. Après, des phases de baisse, moins 9% et moins 7%. Mais ça repart ensuite. La très forte augmentation, donc depuis 2016, alimentée, bien sûr, pendant le corona avec les taux d'intérêt à zéro. Et après, et là, donc depuis le premier trimestre 2023, ça baissote un petit peu. Alors, évidemment, on est très très loin de corriger tout cela. On est à moins 0,2%. Ça commence simplement, mais attention, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça rappelle simplement que là, ça ne répertorie que les ventes qui ont été faites. Mais beaucoup aujourd'hui d'acheteurs ne peuvent pas vendre parce qu'ils ne veulent pas, ils peuvent pas octroyer à avoir des crédits. Les vendeurs ne peuvent pas baisser les prix, mais potentiellement, il y a une baisse beaucoup plus forte qui est là. Et oui, c'est comme ça. Les bulles sont là pour se dégonfler. On se souvient de la bulle de 84-91, c'est en France, évidemment, sur l'extérieur de l'immobilier. Ça avait augmenté de 195% à l'époque. C'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, certes, mais ensuite, moins 28% de baisse. La courbe bleue, c'est les prix de l'immobilier. Ils s'étaient reconnectés à la courbe rouge, c'est-à-dire le PIB en valeur. En fait, comme on l'a bien compris, ce qui a permis d'alimenter cette bulle ces dernières années, ça a été l'effondrement des taux d'intérêt, si on voit les taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, ce qui a permis donc, malgré les crises, de soutenir les cours de l'immobilier un petit peu dans le vide, ce qui faisait que les ménages pouvaient avoir des crédits facilement. L'argent magique, entre guillemets, donc ce qui a alimenté l'augmentation des prix. Mais maintenant, ça y est, la fête est finie, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. J'ai envie de dire, tous les taux d'intérêt. Bien sûr, le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, donc le taux d'intérêt monétaire, on est à 4,25%. Et donc le taux d'intérêt également des obligations d'État à 10 ans, là on est à 3,2% sur le taux à 10 ans de la dette publique française. Et donc ce qui veut dire qu'il y aura évidemment une répercussion sur l'ensemble des taux de crédit. Et donc, je vous avais déjà montré ce graphique il y a quelques temps, mais il est en train de se réaliser. Donc là, on voit la corrélation entre les prix de l'immobilier, c'est la courbe bleue, et les taux d'intérêt, c'est la courbe rouge en échelle inversée. Ça veut dire que lorsque la courbe rouge monte, en fait, les taux d'intérêt baissent. Vous voyez que quand les taux d'intérêt baissent, mécaniquement, les prix augmentent. Et donc, quand les taux d'intérêt augmentent, la courbe rouge baisse. Et donc, les prix des logements, la courbe bleue, vont forcément, j'ai envie de dire, baisser. C'est tout à fait logique, c'est inévitable. Dans quelle ampleur? On va voir ça tout à l'heure, mais néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que cette augmentation des taux d'intérêt se traduit au niveau des ménages de façon assez draconienne. Donc là, on a pris également donc, les chiffres d'empruntis. Et donc, c'est les derniers chiffres parce qu'en fait, c'est vraiment au 12 août, c'est vraiment très très récent. Et donc voilà les différentes échéances sur 7 ans, 10 ans, 15 ans, bon 20 ans, c'est souvent le cas sur l'immobilier. Donc le meilleur taux qu'on peut avoir, c'est 3,50. Le taux immobilier moyen, c'est 4%. Et si on prend sur 25 ans, on monte à 4,10%. Ça, c'est le taux moyen. Mais si on prend maintenant les taux d'intérêt au maximum, pour les ménages, j'ai envie de dire, les plus risqués, là, regardez bien, on peut monter jusqu'à 5,2% de taux d'intérêt à 20 ans. Donc on est entre 3,5 au plus bas et 5,2, ça fait évidemment beaucoup. Alors qu'il y a tout juste un an, on était, vous voyez, entre 1,4 et 2,6. Donc ça a doublé tout simplement. Donc beaucoup de ménages, évidemment, ne pourront pas aujourd'hui simplement faire leur crédit parce que ça sera refusé puisque les taux d'intérêt ont trop augmenté. Donc leurs revenus ne permettront pas justement d'avoir ces crédits. Donc ce qui limite la demande de logement. Et parallèlement, si on voit sur plus longue période, vous voyez, ici donc depuis 2019, là aussi ça ne cesse d'augmenter. On voit bien le plus bas, c'était à l'automne 2021. À l'époque, on avait des taux d'intérêt sur 20 ans, rendez-vous compte, au plus bas entre 0,7 et 2%. C'était bizarre, c'était formidable, c'était l'euphorie, va-t-on dire. Mais évidemment, ça ne peut pas durer éternellement. Ça, c'était dû à la planche à billets, d'ailleurs, qui a généré l'inflation. Et maintenant, ça y est, ça repart en nette hausse. C'est ce qui fait, bien sûr, donc, baisser les prix de l'immobilier. Et ça va continuer. On maintient notre scénario d'une baisse de 10 à 15%. Donc, vous l'avez compris.
tout va dépendre de l'évolution des taux d'intérêt. Donc de quoi dépendent les taux d'intérêt? Justement de l'inflation. Et c'est là où viennent donc de sortir les chiffres de l'inflation du mois de juillet en France. On a eu la confirmation, alors c'est vrai que ça baissote, c'est vrai qu'on est sur un niveau beaucoup plus sympathique, on est à 4,3% alors qu'on était à plus de 6% il y a quelques mois. Mais regardez, quand on voit au mois le mois, ça continue d'augmenter. Donc c'est bien l'inflation, c'est-à-dire le glissement annuel des prix à la consommation qui baisse, mais les prix continuent d'augmenter. C'est-à-dire en fait, la variation annuelle est toujours positive, elle est de moins en moins positive, mais les prix continuent d'augmenter. Donc on n'est pas dans une phase de baisse des prix. C'est là où il y a souvent tromperie sur la marchandise. Les chiffres de l'INSEE le montrent, en mois de juillet, plus 0,1% pour l'ensemble des prix, et sur les 6 derniers mois, plus 2,7% d'augmentation des prix au sens large, malgré la baisse des prix énergétiques. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que les prix énergétiques ont très fortement baissé. Malgré ça, l'inflation finalement n'a que faiblement baissé. Alors justement, comme d'habitude, on va regarder les prix qui augmentent le plus aujourd'hui en France pour le mois de juillet 2023. Et donc c'est toujours le sucre, numéro 1, 47,7%. Combustible solide, ça résiste encore, à la hausse 22,9%. Et beaucoup de biens alimentaires, on le voit ici, les chips, produits laitiers, donc vous voyez 22,1, 21,2, huile d'olive, légumes surgelés. Mais c'est des niveaux qui sont largement supérieurs à 15%. Les fromages et œufs, on verra tout à l'heure dans le détail, 17,9%. Confiture, et ça se généralise, 17,5%, c'est quand même des hausses exceptionnellement élevées. Et encore, ce sont des moyennes, parfois c'est bien pire. Le beurre, le chocolat, les crèmes glacées, visant, ça c'est l'effet estival, 15,8%. La viande également, 10,6%. Et même l'électricité, vous voyez, 9,4%. Et ça, c'est avant l'augmentation du mois d'août. Donc ça va contribuer à la hausse sur l'inflation globale qui pourrait même repartir à la hausse donc, pour le mois d'août. Par contre, là où ça baisse, combustible liquide, évidemment, notamment, bien sûr, l'essence, le gazole, etc. Et abonnement audiovisuel, moins 32,9%. C'est la plus forte baisse, entre guillemets, mais ça ne compense pas, bien entendu, le reste. Et parallèlement, ça aussi, on verra, parce qu'au mois d'août, juillet-août, même les prix de l'essence au niveau mondial, donc du pétrole, sont en train d'augmenter. Est-ce qu'il y aura une répercussion? Donc, vous voyez que les éléments qui contribuent à la baisse sur l'inflation risquent de ne plus être là au cours du mois d'août. Alors justement, le problème, c'est que sur le mois donc, de juillet, on a une augmentation, vous voyez ici, donc des prix des biens alimentaires qui continuent d'augmenter. On est à 21,1% donc, de janvier à juillet donc, 2023. C'est quasiment donc, autant que d'octobre 2007 à 2020. Et si on regarde, vous voyez que ça ne baisse pas. C'est-à-dire quand on entend ici ou là, oui, les prix baissent. Non, on voit bien, ça continue d'augmenter. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE, encore une fois. Il n'y a pas de trucage. Et si on regarde dans le détail les fromages, vous savez, c'est ce qu'on suit depuis pas mal de mois, 27,5% d'augmentation en 19 mois. Vous voyez que ça continue d'augmenter. On a même eu 0,5% d'augmentation le mois dernier. Donc il n'y a pas de baisse. Donc il faut arrêter, encore une fois, de nous dire des contre-vérités. 27,5% en 19 mois, c'est quasiment, vous voyez, autant qu'en 31 ans, vous voyez, sur cette courbe. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui cette augmentation qui est là, et surtout, il n'y a pas d'effet réciproque. Pourtant, les prix, on va dire, des matières premières, notamment alimentaires au niveau mondial, ont baissé. Donc c'est facile pour répercuter à la hausse, et par contre répercuter à la baisse, alors là, il n'y a plus personne. Et donc l'inflation, malheureusement, reste aujourd'hui élevée en France. Et alors le drame, c'est que malheureusement, on a les prix du pétrole qui sont en train de repartir à la hausse. Donc là, on a le prix du baril, vous voyez, donc sur longue période, depuis 2000. Donc bien sûr, on était monté à 130 $ en mars 2022. Après, ça a baissé. On est même tombé à 72 $, vous voyez, au mois de juin. Et là, ça y est, ça remonte, vous voyez, très fortement. On est à 87 $ le baril de Brent. Et donc, ce qui veut dire que là aussi, on n'a pas ça encore dans les chiffres. Donc du mois d'août, du mois de septembre, parce qu'on a bien compris. Pour répercuter à la baisse, là, ça prend du temps. Par contre, pour répercuter à la hausse, ça va extrêmement vite. Et donc, ce qui veut dire que, attention, on pourrait avoir des mauvaises surprises sur l'inflation pour les prochains mois. Si on voit maintenant l'indice CRB de l'ensemble des matières premières, donc toutes matières premières confondues, l'indice qu'on montre souvent, donc là on voit bien cette augmentation, donc depuis le plus bas de 2020, ça fait 204% donc d'augmentation. Après ça a baissé, mais vous voyez, ça a baissauté, seulement moins 23%, et là déjà ça remonte de 11%. Ce qui veut dire que si vous regardez l'ensemble des matières premières dans le monde, l'indice global, donc, on est toujours sur une augmentation de 160% par rapport au plus bas de juin 2020. Donc les augmentations sont malheureusement toujours là, ce qui veut dire que l'inflation, eh bien c'est un petit peu le drame, elle pourrait arriver de l'international, pas au niveau français, parce qu'on est en récession, donc il y aura même des risques de déflation. Mais pourtant, au niveau mondial, comme les prix des matières premières repartent à la hausse, ça peut malheureusement nous coûter cher. Seul petit avantage, c'est qu'en Chine, ça, ils sont passés en déflation, ils sont en train de baisser leurs prix pour essayer de récupérer des parts de marché, notamment au profit de l'Inde. Mais là aussi, est-ce que ça va arriver chez nous? En tout cas, le gros problème, ce sont les matières premières, donc essentiellement alimentaires, également énergétiques,
qui avait bien baissé. Donc on s'attendait effectivement à une bonne répercussion sur les chiffres de l'inflation. Il y en a eu, mais l'inflation est toujours là. Et parallèlement, maintenant que les prix repartent à la hausse, ça pourrait avoir un effet positif sur l'inflation. Et donc, si l'inflation baissote ou reste élevée, voire a fortiori si elle augmente, ça veut dire que la Banque centrale européenne ne pourra pas baisser les taux d'intérêt, mais elle va continuer de les augmenter. Et que parallèlement, on a vu également aux États-Unis, l'inflation repart aussi à la hausse. Donc ça veut dire que la Réserve fédérale va également aux États-Unis augmenter ses taux d'intérêt encore quelques fois, 1 à 2 fois, et donc que les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester élevés. Donc si les taux d'intérêt monétaires et obligataires restent élevés, ça veut dire que évidemment les taux des crédits, de nos crédits, pour la consommation, mais également pour l'immobilier, vont rester élevés, voire encore augmenter, ce qui va évidemment aggraver la situation du secteur de l'immobilier. Donc on voit que les deux sujets, inflation et immobilier, évidemment, sont tout à fait liés. Donc voilà les 5 conclusions qu'on peut tirer. D'abord, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, malheureusement, ça il faut se préparer. Ça baissera certainement, mais plutôt à partir de la mi-2024 et surtout en 2025, mais d'ici là, ça peut continuer d'augmenter. Donc les conditions de crédit vont encore se tendre pour les ménages, donc ça va être encore plus difficile d'obtenir des crédits. Parallèlement, les transactions immobilières qui ont déjà fortement chuté vont continuer de chuter, d'au moins 15% selon la FNAIM, donc c'est un chiffre tout à fait officiel, ça pourrait être même plus grave que cela. Donc ce qui veut dire que les prix de l'immobilier anciens vont reculer selon nous toujours de 10 à 15% au niveau national. C'est pas la Bérésina, mais c'est quand même effectivement une baisse des prix qui est bien là. Donc ce qui veut dire que si vous pouvez attendre avant d'acheter, profitez donc de cette baisse des prix, et l'idéal ça serait même d'attendre 2024, une fois que les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter, même baisser légèrement. Donc là, on aura une fenêtre de tir plutôt pour le second semestre 2024. On a donc encore un petit peu le temps de laisser justement que tous ces mouvements s'ajustent finalement, et donc ce qui nous permettra de repartir par le haut. Alors, dans ces conditions, c'est quoi la bonne nouvelle? Parce qu'il en faut une, bien entendu. La bonne nouvelle, c'est que quand les prix repartent à la baisse sur l'immobilier, ça permet de resolvabiliser la demande. Donc beaucoup de ménages qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à la propriété pourront le faire, pas tout de suite parce que les taux d'intérêt sont élevés, mais plutôt en 2024 quand les taux d'intérêt repartiront à la baisse parce qu'il y aura justement de la récession, de la déflation certainement. Donc là, je vous ai mis le graphique des cours de l'immobilier en France sur très très longue période depuis 1984. Donc là, on voit bien la bulle de 84-91. Après, évidemment, elle s'est dégonflée et puis c'est nettement reparti à la hausse. Donc là, de nouveau, c'est reparti à la hausse malgré les deux phases de baisse. Donc c'est vrai que même si on achète en haut des bulles, si vous voulez, donc même si on achète là, à moyen terme, à 10 ans, ça repartira normalement à la hausse, parce qu'évidemment, s'il y a une guerre nucléaire, là, évidemment, il n'y aura plus grand-chose, mais on ne se souciera plus trop de l'immobilier, va-t-on dire. Enfin, évidemment, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Attention, je me tape sur les doigts parce qu'il faut qu'on termine sur une bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, donc ça permettra donc de resolvabiliser la demande, et donc de repartir sur des bases plus saines sur le marché de l'immobilier. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour malgré tout ce qu'on a dit avant, mais encore une fois, il faut dire la vérité, il faut dire les réalités. Et là aussi, on le rappelle, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc même quand il y a une mauvaise nouvelle, on peut en tirer effectivement une bonne nouvelle pour l'avenir. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite et c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci encore pour votre fidélité, pour vos likes, donc le pouce tiré vers le haut, les abonnements, donc bientôt les 100 000, il faut qu'on y arrive pour faire cette fameuse fête, et puis on les dépassera ensuite largement, j'espère. Merci encore donc pour tout, bonne continuation, passez un bel été, donc prenez des forces parce que la rentrée risque d'être un petit peu chaude, hein, mais on en reparlera là aussi. Merci encore. Je suis également en vacances, mais malgré les vacances, je garde le contact avec vous parce que c'est très important justement de diffuser cette réalité économique. Merci encore, bonne continuation et à très bientôt.